Quelques perspectives. Bien sûr, mettre en œuvre activement et concrètement notre nouvelle organisation, sans oublier la formation. C'est pas le tout de changer une façon de travailler, il faut s'en donner les moyens, on en a pris les garanties, la direction générale pilote un plan de formation ambitieux. Initier évidemment de nouveaux mécanismes de solidarité, le formaliser, le pérenniser, pour contrebalancer la difficulté de certains territoires à collecter des fonds, etc. Et encourager aussi le dynamisme associatif. 2 millions cette année, avec une voie de pérennisation donc à partir de 2016, déjà engagé. Consolider évidemment le modèle économique de notre vie associative et de nos délégations, je l'ai dit, diversification des ressources, un groupe travaille sur le sujet. Bien sûr, poursuivre, pérenniser, asseoir la compétitivité économique de nos entreprises adaptées pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, continuer à renforcer les critères de notre gestion pour stabiliser et consolider les économies réalisées, et que si on ne pilote pas un système de gestion, ben il vous échappe, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire, mes chers amis. En tant que trésorier de notre association, merci de votre attention. Et à nouveau, merci de votre engagement. Merci Jean-Manuel. Et je passe la parole du coup au commissaire aux comptes qui nous ont rejoints sur la tribune. Monsieur Pierre-Bernard Villot et Madame Catherine Sage. Bonjour. Donc nous allons passer au rapport de certification du commissaire aux comptes. Peut-être avant de regarder les slides, je voudrais poursuivre ce que je vous avais dit l'année dernière à cette assemblée, pour nous situer un petit peu dans les dernières années. Vous savez qu'en plus de certifier les comptes, le commissaire aux comptes est le gardien de la continuité d'exploitation. C'est pour ça que en 2013, constatant des déficits importants, nous étions un petit peu anxieux. Suite à cela, je pense que votre gouvernance a pris des décisions afin de rétablir la situation. L'année dernière, je vous avais dit, l'APF est un grand navire, mais il a changé de cap et il est maintenant sur le bon cap. Ce que je veux simplement ajouter aujourd'hui, c'est que les comptes 2015 montrent que ce cap a été gardé et cela rassure le commissaire aux comptes sur cet aspect continuité d'exploitation. Catherine, nous allons maintenant passer au rapport. Vous m'entendez? Très bien. Je vais passer, après cette présentation d'ensemble qui est certainement de grande importance, à vous présenter la mission légale du commissaire aux comptes. Donc je vous rappelle que c'est l'Assemblée générale qui nomme le commissaire aux comptes et qui agit pour son compte, et qu'il va donner une opinion en vue sur les comptes, en vue de cette opinion, elle vous donne la garantie du respect des règles et principes comptables français et de l'assurance d'une image fidèle et sincère de la situation financière. Toutes ces explications ont été données déjà en long et en large à l'AG d'Amiens en 2014 où j'étais présent. Ils sont plutôt inutiles et n'ajoutent rien à l'analyse des chiffres où personne n'a réellement le temps de les comprendre et surtout qui ne sont pas affichés sur la vidéo pour ceux qui regardent à distance. Il va choisir stock, IMO, caisse, etc. Et puis enfin, il va procéder à ce qu'on appelle un audit des comptes, c'est-à-dire vraiment à des contrôles comptables. Et tout au cours de sa mission, qui se situe sur toute l'année, pas uniquement au moment des comptes, il va produire des recommandations et s'assurer du suivi de ces recommandations. Alors, ce commissaire aux comptes que nous sommes, il agit, donc je vous rappelle que nous dépendons de notre ministère de tutelle et le ministère de la Justice, et donc il va agir suivant un cadre réglementaire, donc des normes d'exercice professionnel, un code de déontologie, le code de commerce qui s'applique aussi aux associations telles que la vôtre, éventuellement le code pénal. Et puis nous-mêmes, nous faisons l'objet de contrôles dans les méthodes que nous appliquons par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Alors, à la fin de toute cette mission que nous avons menée pour contrôler les comptes de l'APF, nous sommes en mesure d'émettre ce qu'on appelle une opinion, et je vais laisser M. Billot vous donner cette opinion sur les comptes annuels de l'APF. Merci. Donc je vais vous lire la formule de certification des comptes, qui est que nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. C'est donc une certification pure et entière qui n'est assortie d'aucune réserve ni observation. Dans la deuxième partie de son rapport, le commissaire aux comptes doit en quelques mots justifier ses appréciations. Donc dans cette partie de notre rapport, nous signalons que nous avons contrôlé particulièrement, merci Catherine, la compilation des 537 structures qui composent l'APF, puisque vous savez que ce sont des cellules comptables distinctes qui sont rassemblées pour faire le bilan global. Du point de vue du contrôle interne, nous sommes assurés de l'adéquation et de l'application des procédures, et nous avons également contrôlé le compte d'emploi annuel et des ressources. Dans la troisième partie, vérification et information spécifiques, ces grands mots veulent dire que nous avons regardé tous les chiffres qui vous ont été exposés dans le rapport financier du trésorier et que nous n'avons pas d'observation à faire sur ces chiffres. Ça, c'était le rapport sur les comptes. Il y a également un rapport spécial sur les conventions réglementées. C'est un rapport qui est destiné à mettre en lumière des conventions qui peuvent faire l'objet de conflits d'intérêts, donc les informations qui concernent des associations ayant des liens avec l'APF. Alors ces conventions, elles sont assez mineures finalement par rapport à l'ensemble des comptes de l'APF, mais elles doivent être portées à votre connaissance. Donc on va vous les passer rapidement. Il y a une convention avec l'association Andéo pour une cotisation de 20 kg €. Il y a une convention avec la FIRA pour une dotation annuelle de 33 kg €. Une subvention à l'association de préfiguration de la FIRA pour 26 kg €. Pour l'association Droit au savoir, il y a des mises à disposition de salariés de l'APF pour 32 kg €, le versement d'une subvention pour 5 kg € et une cotisation pour 300 € cette fois. Avec l'UNIOPS, il y a une cotisation de 20 kg € et une subvention de 6 kg €. Avec le CFHE, il y a une cotisation de 1 690 €. Avec, alors là, le comité de liaison, je vais aller très très vite, une cotisation de 700 €. Avec l'association collectif handicap et sexualité, il y a une adhésion de 300 €. Avec l'AGFIP, il y a des subventions perçues pour 398 kg €. Et enfin, une subvention perçue de 95 kg € qui est une nouvelle convention. Voilà pour les conventions. Donc je vous rappelle, c'est avec d'autres associations ayant ce qu'on appelle des dirigeants ou des administrateurs communs. Bien entendu, l'APF fait d'autres choses dans sa structure. Je vous remercie de votre attention et voici les rapports du commissaire aux comptes sont terminés. Merci beaucoup. Et donc nous allons passer... Vous pouvez applaudir, oui. Nous allons passer aux questions, et je crois qu'il y a une question par Internet tout d'abord. Hubert, je ne sais pas où... Voilà. Ouais, une question qui nous a été envoyée par Internet, Hubert. Voilà, une question du Conseil APF de la Marne. Quel est l'avenir pour les ESAT par rapport aux difficultés de l'activité économique et du manque de travail? Question du CAPFD de la Marne. Jean-Manuel. L'avenir pour les ESAT, la situation des ESAT, déjà à l'APF est plutôt bonne. On a un excédent aussi dans le secteur ESAT. Dès lors que l'activité est satisfaisante à l'APF, la question c'est d'anticiper éventuellement des mutations, mais à ce point-là, c'est plus une question qui s'adresse à la direction générale
et à la PF dans son ensemble. Je vois pas de difficultés précises pour le secteur ESAT. Je suis un peu, même, je n'allais pas dire pris de court par la question, mais en tout cas, je suis pas inquiet pour les étapes de la PF. Je peux compléter. Voilà. Effectivement, par rapport aux ESAT, il y a quand même une bonne nouvelle que l'APF a soutenue, c'est le passage d'un nouveau financement. C'est à partir du 1er janvier 2017, c'est l'assurance maladie, c'est-à-dire l'ancrage de manière quasi définitive des ESAT dans le médico-social. Vous vous souvenez qu'il y avait quelques années, on avait un petit peu été sur le front, puisque les ESAT commençaient peut-être plus à aller sur le volet économique que sur le volet de sa mission sociale. Il se trouve qu'effectivement, à partir du 1er janvier 2017, c'est l'assurance maladie qui va financer les ESAT, donc un ancrage clairement déterminé et identifié vers le médico-social et tout le travail d'accompagnement que les ESAT doivent opérer avec des personnes en situation, des travailleurs en situation de handicap. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une démarche qu'on a totalement soutenue. Merci, Prosper. Une autre question Martine Maudonnet, représentante départementale Côte d'Or. Moi, je suis contente parce que je vois que tout le monde est content. On fait des économies, tout va mieux. Et ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes content de la des territoires, excusez-moi. Et comment je pense que nos 20 000 adhérents, là on est que 200, on est 1%, hein, mais je pense que nos 20 000 adhérents, ils ne voient pas les choses pareilles. Ça fait des économies, oui, mais ça fait des directeurs qui ont le double boulot, ça fait des activités qui vont forcément diminuer parce qu'on ne peut pas être dans un département et dans un autre. Et on commence à voir que même les services, les directeurs sont mutualisés. Et moi je crains, on a un SAD en Côte d'Or, mais moi je crains qu'on arrive à avoir un directeur. Là, je suis en photo. On arrive à avoir un directeur qui soit à faire 100 bornes 2 fois par semaine pour pour réussir à faire tourner forcément moins bien, puisqu'on ne peut pas mutualiser du temps. Il y a un moment où on est là où on n'est pas là. Donc les territoires, moi je ne pense pas que les adhérents, on devrait leur poser la question aux 20 000 adhérents, est-ce que vous êtes contents d'avoir moins de directeurs dans les délégations? Je ne suis pas convaincue que tout le monde soit aussi positif que vous. Merci. Une réaction du... Jean-Manuel? Oui, Martine, pour monter, quand je couchais sur le micro, j'ai pas dit, personne n'a dit qu'on était ravis d'avoir bouleversé le mouvement comme on a dû le faire. Personne n'a dit ça. On a bataillé pendant des mois pour essayer de trouver la moins mauvaise méthode pour le sauvegarder. Je vous ai dit, l'année dernière et l'année d'avant, à quel point la situation était difficile. Le risque était très clair. C'était de ne plus avoir de mouvement du tout. On a réussi le tour de force. Même si c'est compliqué. C'est pour ça que je vous remercie de votre engagement. De préserver un mouvement APF. On a réussi le tour de force. De définir une nouvelle organisation sans licenciement. On a réussi le pari de se dire qu'en mettant en place une nouvelle mode de collaboration entre nous, on pouvait faire perdurer le mouvement. Alors évidemment, bon, la nouvelle organisation, elle a démarré au 1er janvier 2016. Ok. À fin juin, il y a encore, parce que ça concerne 325 équivalents temps plein, c'est pas simplement 10 personnes, des postes qui doivent être attribués, des salariés qui doivent se positionner, il y en a de moins en moins.
La direction générale et le conseil d'administration ont engagé des efforts et des fonds pour que ces gens-là soient formés. On a généralisé les techniques et les méthodes, ça va venir, ça va monter en puissance, de partage d'expérience. On parlera de tout ça cet après-midi. On n'est pas satisfait d'avoir bousculé le mouvement. On est satisfait de voir qu'on a rétabli les comptes dans le bon sens, parce que si on ne l'avait pas fait, il n'y avait plus qu'à mettre la clé sous la porte. Merci Jean-Manuel. Vous connaissez l'attachement du conseil d'administration au mouvement. Vous connaissez l'attachement du conseil d'administration. Bonjour, Jean-Pierre Blin, représentant adjoint de Loire-Atlantique et représentant régional de Pays de Loire. Moi j'avais juste une question, c'est quand même un serpent du Loch Ness, ces histoires d'affectation des legs depuis quand même de nombreuses années. On le sait fort bien que si les clés de répartition avaient changé rapidement, le mouvement n'aurait pas été du tout en difficulté, ça aurait été effectivement plus les établissements médico-sociaux, parce qu'il y a eu effectivement quelques dérapages, notamment sur les sections d'investissement qui ont été, j'allais dire, surabondées par effectivement des legs. On a de très bons exemples en Loire-Atlantique, donc là-dessus, je crois qu'effectivement, il faut que la question de partage de ces legs et de la clé de répartition, et puis d'autre part, que ça ne se fasse pas le 29 décembre techniquement, pour annoncer effectivement qu'on a 30 000, 40, 50 000 euros d'excédent, et que, j'allais dire, le 2 janvier, eh bien, les 30 000, 40 000, 50 000 euros d'excédent sont mis dans la cagnotte au titre de la solidarité, bon, ce qui est une bonne chose, ma foi, mais je pense que la visibilité dans les délégations est très très pauvre, et je pense que là, il faut effectivement faire des efforts. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est la Saint-Prosper. Alors on va pas te faire ta fête, Prosper, mais bonne fête quand même. Voilà. Rapidement, Jean-Manuel. Oui, pour le volet politique, Jean-Pierre, j'ai dit tout à l'heure, on était en train de travailler sur la question. Hein. Cette année, il y a 2 millions qui ont été redistribués de façon un peu plus claire, un peu plus fluide, un peu plus transparente. On va mettre en place un process qui permettra de faire les choses beaucoup plus clairement. Et puis, et c'est un cours de travail, parce qu'on ne peut pas travailler en même temps, tout simplement. Je suis désolé. On avait pensé le faire, avoir fini, c'est pas tout à fait terminé. Mais ça va se mettre en place en 2007. Et puis Philippe, pour cette question technique, d'affectation des legs. Oui, simplement sur le médico-social, il y a très peu de legs. Il y avait juste en 2014 où effectivement on avait un leg très important qui était affecté par le testateur pour l'essentiel au secteur médico-social. En dehors de cette année-là, les legs qui sont... Non, 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 non. Non, non, je suis désolé, je suis désolé. Les legs, je ne peux pas dire ça, c'est pas vrai. Les legs qui sont affectés à l'association restent dans les comptes de la gestion directe. Il n'y a que lorsque le testateur attribue son leg à un établissement médico-social qu'il revient à cet établissement. Autrement, les legs restent pour le mouvement, pour la gestion directe. Jean-Pierre, juste sur ce problème-là, vraiment à ta disposition, très rapidement. Non, mais simplement pour vérifier à partir de ce que tu avances. Non, mais parce que véritablement, il n'y a pas de leg qui soit fléché APF qui aille dans le médico-social. Donc, moi, je le réaffirme. Maintenant, c'est tout à fait ouvert. Merci, Prosper. On va prendre une dernière question. Une question, s'il vous plaît. Là, je vous vois pas. Oui.
Posez votre question. Est-ce que les ESA, c'est pas de l'exploitation des personnes handicapées? Je m'explique en une phrase. Je suis peut-être pas dans l'air du temps, mais c'est ma question. Et je voudrais pas aujourd'hui car on l'a fait, mais je voudrais le jour, un peu plus de clarté budgétaire. S'il vous plaît. Merci. Ça, alors, la question est plus politique que financière, mais non, les ESAT ne sont pas un outil d'exploitation. Enfin, en tout cas, ce serait singulier de les présenter comme ça. Les ESAT sont des établissements médico-sociaux où on associe une activité à caractère professionnel. Une des grandes avancées de la loi de 2005, c'était bien de pouvoir bénéficier du droit du travail, un certain nombre de dispositions du droit du travail en ESAT, et on continue aujourd'hui avec les projets, les dispositifs de formation et un accompagnement médico-social. C'est pas un outil d'exploitation, c'est un outil d'épanouissement. Après, si dans tel ou tel établissement il y a des dérives, évidemment il faut s'en occuper avec la plus grande vigilance. Merci. Dernière question pour que nous puissions... Oui. Alors Antoine. Pardon. Oui. Alors Antoine, délégation des Ardennes. Premier point, tout à l'heure quelqu'un a fait une remarque à propos des rapports moraux qui n'étaient pas aussi efficaces il y a quelques années. En 2012, il y a effectivement un déficit assez considérable qu'on a redressé, et c'est tant mieux. Mais on aurait bien aimé savoir pourquoi on avait un tel déficit. Si je ne m'abuse, il y a eu un directeur de virée, alors je ne sais pas s'il y a un rapport direct, on n'a jamais su pourquoi. Alors en matière de transparence, il serait bon quand même, si dans l'avenir, il y avait des problèmes de ce type, qu'on nous donne des informations à la base. Maintenant, deuxième point, en ce qui concerne les dons, les legs, etc. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Nous pousser à faire la manche et à faire le gigolo auprès des maires des temps courts, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. D'autant plus que tout le monde le fait à droite et à gauche. Alors, je sais pas trop comment il faut voir les choses, mais je pense que dans un pays comme la France, faire la manche, c'est quand même un peu dommage. Merci. Merci. Une réaction rapide ouais, avant qu'on passe au vote. Une phrase par élément de réponse. Les déficits du mouvement, de façon générale, je n'ai pas beaucoup de temps, ont été générés par le fait que pendant des années, nous avons couvert volontairement un certain nombre de charges qui étaient notamment liées au déficit d'APF entreprise, ce qui était à l'époque pas APF entreprise, pour ne pas mettre des travailleurs handicapés au chômage, à un certain nombre d'autres choses du type couvrir, et ça nous revient dans les dents, pardonnez-moi, un certain nombre de différentiels dans les services d'aide humaine entre les fameux 17 € et les 25, 26, 28, 30 € de coût de revient. C'était de l'investissement. Certains ont manqué de vigilance, d'autres ont appelé à plus de vigilance. Au bout d'un moment, ça se solde par un retournement, c'est bon. Sur les questions autour du changement au niveau de la direction générale, on est tenu par des confidentialités juridiques. Et je ne peux pas m'exprimer plus là-dessus. Quant à la question de savoir comment c'est compliqué et casse-pied, si j'étais pas à cette tribune, je dirais des choses beaucoup plus crues, d'aller faire la manche pour... voilà, on est bien conscient de ça, moi le premier. C'est pour ça qu'on essaye de travailler notamment avec l'appui de la direction de Yann, mais pas seulement, aussi des élus locaux, etc., comme d'habitude,
sur la gestion des ressources, et là aussi ça va avancer, mais la première priorité c'était de rétablir les comptes, et voilà, on va continuer d'avancer. Je suis prêt à vous en parler au déjeuner si vous revenez vers moi. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Jean-Marc Ponceau, APF, département des Hauts-de-Seine. Je voulais revenir sur l'aide, les aides à la personne. Tu viens, Emmanuel, de souligner que entre ce qui est alloué, 17 € et le coût 25 à 30 €, il y a un déficit chronique. Alors, deux remarques. Ce déficit chronique, il existe depuis déjà très longtemps et c'est dommage que des solutions n'aient pas été trouvées plus tôt, comme ça se fait dans le 92 au niveau éventuellement d'aide, mais surtout au niveau de la gestion propre de ces services, où on s'est aperçu, nous, que les 25, 26 ou 27 € étaient liés à des problèmes de gestion des personnels qui n'étaient pas tout à fait ce qu'il fallait en matière de logistique, en matière de temps consacré, en matière d'heures perdues, etc. Et là-dessus, il y avait certainement un effort à faire qui aurait dû être fait depuis déjà longtemps et on l'a beaucoup regretté. Deuxième remarque concernant la recherche des ressources dont également tu viens de parler, je pense qu'il y a une marge énorme entre ce que disait notre ami qui est de faire la manche et l'autre chose qui est d'organiser des manifestations d'ampleur qui permettraient au mouvement de trouver auprès du grand public une aide financière large, comme d'autres associations savent le faire. Il n'y a aucune raison que l'APF ne rentre pas dans ce créneau. Merci. Une réaction? Nous allons juste deux mots pour te dire que effectivement on aurait pu, il aurait fallu, voilà, on peut refaire l'histoire à chaque fois. Moi je rends hommage à l'équipe qui est autour de moi, Alain, tous mes collègues du conseil, la direction générale, d'avoir engagé toutes ces forces. Dès lors qu'on leur a donné le cap pour remonter le secteur en gestion directe sur le bon rail, si l'idée c'est de refaire l'histoire, ben oui, je pourrais vous dire que certains d'entre nous étaient attentifs à ça depuis plusieurs années, et puis qu'on n'a pas réussi parce qu'on n'était pas forcément aussi entendu qu'on aurait pu l'être. Bien. Voilà, mais c'est du passé, Là, on est en train de reconstruire et on commence à avoir l'argent pour respirer un peu. Voilà. Et concernant les services d'aide humaine, les plans, je ne vais pas les détailler ici, c'était déjà mené dans un certain nombre de plans. Parfois avec succès, parfois avec plus de difficultés, ça dépend des différentiels. Merci Jean-Manuel. Il nous faut passer maintenant au vote. Question. Non, il nous faut... On a encore une question, non? Une question? Oui. On a déjà énormément de retard. Et, on peut avoir une question? C'est pas grave. Bon, on prendra sur le temps du déjeuner, alors posez votre question. Attends, il y a deux personnes qui parlent. Oui, je m'interroge sur trois questions. Georgette Courtemanche. Par contre, je vais vous demander 1 minute maximum. Oui. Non, mais trois questions vite. 3 questions, ça va faire... Je voulais juste dire que je suis Georgette Courtemanche, CA-PFD 71, et que je m'interroge sur 3 points, entre autres, dont effectivement je rejoins l'intervention de l'adhérent précédent. Pour ce qui nous concerne au niveau du département de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or, il y a effectivement des demandes de place dans des équipements, on pense à des SAVS ou SAMSA, pour lesquels il n'y a pas d'autorisation ou d'ouverture de place, alors qu'il y a des excédents au niveau des 11 millions d'euros. Pourquoi? Ensuite, au niveau de la délégation, ce qu'on pensait, c'est que les salariés, comme on disait tout à l'heure, il y a un copain, Xavier, qui disait il y a moins de salariés et double boulot à faire. Comment font nos salariés en question et les directeurs de territoire? La personne en question, elle fait minimum, non pas 100 km, mais 230, voire 250
Et la Saône-et-Loire, elle est en plateau. Et ça veut dire qu'elle se paye sacrément des kilomètres. On va esquinter nos salariés et notre directrice en particulier. D'autre part, la troisième point que je voulais dire, c'était les formations aussi. C'est les formations des élus. Nous avons besoin de formation. La personne qui devait s'en occuper au territoire, elle est partie avant qu'on ait le temps de dire ouf. Et du coup, on reste pas en galère. On s'auto-forme entre nous, mais on a besoin de plus de formation. Et ça nécessite déjà de savoir ce qu'on veut comme formation, et d'autre part d'avoir des financements accordés, du temps accordé aux bénévoles, parce qu'on se tape des représentations et on n'a pas assez de confort pour répondre parfois. Merci. Réponse Jean-Manuel. Je regarde très vite. Rapidement, oui. Oui. Faut que tu me dises quoi. J'ai le mauvais rôle, je sais, moi, mais... Moi, on me pose des questions, j'essaie de répondre. Hein? Oui. Bon, alors, les 11 millions ou 10,9 millions d'excédents de la gestion sous contrôle ne permettent tout simplement pas de créer des établissements, puisque les établissements sont créés sur les dispositifs législatifs et sur décision de l'ARS. Par ailleurs, avec 11 millions, ça vous paraît peut-être beaucoup, mais on ne créerait pas beaucoup d'établissements. Surtout si c'est des foyers, des femmes, des mères, enfin bon, bref. Deuxième élément, je reprends ce que je disais tout à l'heure. D'accord, la direction de territoire est parfois difficile en termes de mobilité. Mais c'était la condition pour préserver le mouvement. Et surtout, on est en train, les nominations sont effectives depuis janvier. Alors je sais que dans certains départements, il y avait des intérims, c'était un peu plus long, etc. Les moyens commencent à monter en ligne et on va trouver de nouvelles façons de travailler ensemble. Quant à la formation des élus, donnez-nous le temps. Hein. L'essentiel, c'était vraiment de renverser les comptes. Pour revenir à du positif. Si on avait continué à creuser notre tombe, voilà, on n'aurait pas le même discours aujourd'hui. Hein. Bien. Et quant à la formation des élus, on a un budget qui est prévu pour cela, et on a dans l'organisation qui se met en place au fil du temps dans chaque région ou territoire, des salariés qui vont coordonner ces éléments-là. C'est 150 au moins, à peu près, au minimum, hein, qui ont été budgétés pour la formation des élus. Ça va continuer, parce qu'on sait très bien que vous avez besoin de formation. Mais à nouveau, si tu me retrouves au déjeuner, on en retard. Nous allons donc procéder au vote maintenant. Juste une question encore. Non, on peut pas reposer. Non, vous pourrez poser votre question. Absolument pas. Si, absolument bien pas. sûr que si, je voudrais juste dire une chose. Ça, je prends une minute. Je ne dépasserai pas ma minute. Monsieur, en plus, vous avez déjà eu la parole tout à l'heure. Et ce n'est pas grave, je la reprends encore. C'est juste au niveau des chiffres, je voudrais juste dire, bon, je suis tout à fait d'accord, on a relevé le mouvement, il s'est bien redressé. J'espère que c'est tout simplement pas sur le dos des travailleurs handicapés, des adaptés, qui ont fait 1 800 000 €, c'est très bien, en période de crise, il faut analyser pourquoi. Je continue à m'exprimer. On a des résultats positifs, c'est exact. J'ai fait le compte avec les documents qui nous ont été transmis sur délégation plus siège. Le déficit en 2015 est de 150 000 €. Comment on y est arrivé? Tout simplement avec 300 000 € de dons prélevés sur les EA et avec 1 million de dons exceptionnels marqués en autres dons manuels sur la ligne d'Andy Don avec aucune explication de ces 1 million €, d'où ils viennent. Et ensuite en prélevant 2 millions d'euros sur les legs, sur la masse des legs que l'on a en cours, on a prélevé et le total des legs à notre disposition a été diminué de 2 millions d'euros. Voilà comment on est arrivé à avoir des résultats positifs. C'est très bien, on peut s'en féliciter, mais attention, si on continue à taper dans les réserves sur les legs, il n'y aura plus rien dans les caisses. Donc c'est un pseudo-résultat positif pour moi aujourd'hui. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci. Michel, vraiment. Sincèrement, là, je me suis adressé à nos commissaires aux comptes,
C'est une analyse ahurissante, Michel. Je suis vraiment désolé, ça veut dire que pourquoi les dernières et les années précédentes, ça n'a pas été fait, si c'est si facile, si c'est un tour de passe-passe. C'est pas possible. Donc vraiment, je souhaite que le commissaire aux comptes intervienne parce que on n'est pas... C'est complètement fallacieux, ce truc-là. Il y a des produits de l'exercice, c'est ce qui est rentré aujourd'hui dans l'exercice comptable, et il y a des charges en face, et le résultat, c'est celui qu'on vous a annoncé. Après, effectivement, au sein de l'APF, il y a des noms et legs qui sont affectés à telle ou telle activité, mais le résultat de l'exercice, c'est bien l'enrichissement, ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est-à-dire le flux financier qui est entré dans l'APF, et quelle que soit la façon dont on le présente, c'est celui qui vous a été présenté dans le résultat. Voilà. Merci. Je ne peux plus prendre de questions maintenant. C'est trop tard. On a déjà largement débordé. Nous allons passer au vote d'abord du rapport financier. L'Assemblée générale de l'APF, en sa séance du 25 juin 2016, approuve le rapport financier 2015 de l'association. Oui, non ou abstention. Le vote est ouvert. Le vote est actuellement ouvert. Et donc vous répondez oui, non ou vous vous abstenez, comme pour les votes précédents. On va regarder l'évolution des votants. Vous avez presque tous voté. Il nous reste quelques boîtiers. Et voilà. Est-ce que vous avez tous pu voter sur le rapport financier de l'association? Oui. Le vote est clos pour le rapport financier de l'association. Donc nous allons observer les résultats. « 74% d'approbation pour le rapport financier. » Procédons de la même manière au vote des comptes annuels. Donc l'Assemblée générale approuve en sa séance du 25 juin 2016 les comptes annuels 2015 de l'association. Le vote est ouvert. Approuvez-vous cette résolution? Oui, non ou abstention. Le vote est donc ouvert. Vous pouvez appuyer sur vos boîtiers. Je vous rappelle que vous pouvez changer d'avis au cours de votre vote et réappuyer sur un bouton sans avoir à appuyer sur Send. C'est votre dernier appui qui sera comptabilisé. Il reste encore quelques personnes qui n'ont pas pu voter. Le vote est toujours ouvert. Allez, encore une petite vingtaine de boîtiers. Est-ce que tout le monde a bien pu voter? Est-ce que tout le monde a bien pu? Est-ce que tous les boîtiers ont marché? Oui, le vote est donc clos. Et nous allons avoir donc le résultat du vote des comptes annuels de 72% sont adoptés. Ne partez pas, puisque... Si? Ah bon, d'accord. On va parler de vous. Oui. Dans chaque association reconnue d'utilité publique, il est réglementaire de renouveler le mandat des commissaires aux comptes, et donc c'est l'année. Nous allons donc voter sur le renouvellement des commissaires aux comptes. Jean-Manuel, tu... C'était à moi d'annoncer le vote. Pardon, je t'ai volé. Maintenant la motion, bon, juste un petit clin d'œil à effectivement Pierre et Catherine et Savon pour les remercier de la qualité de leur accompagnement et du fait qu'ils soient garants de la bonne tenue de nos comptes. Alors, après, nous avons une motion dont je n'ai pas le texte, à l'écran, et qui consiste à savoir si l'Assemblée générale, voilà. L'Assemblée générale, en sa séance du 25 juin, décide de nommer commissaire aux comptes de l'association pour les exercices 2016 et 2017
inclut titulaire le cabinet Gégard à Paris, 5 rue du Havre dans le 8e, et suppléant M. Franck Nakache, 5 rue du Havre dans le 8e également à Paris. Le vote est ouvert. Approuvez-vous cette résolution? Le vote est ouvert. Vous pouvez donc vous exprimer à propos du renouvellement des commissaires aux comptes. Il y a encore quelques boîtiers qui ne se sont pas exprimés. Vous connaissez le principe maintenant. Et comme pour l'Euro 2016, est-ce que tout le monde a bien pu voter? Oui, a priori. C'est bon. Donc le vote est fermé. Le vote est clos. Et vous pouvez faire le décompte si vous voulez. Il ne suit pas. 482. L'approbation donc du renouvellement des commissaires aux comptes. Je passe la parole à Morgan Diffante au sujet des cotisations. Bonjour à tous. Chers amis, comme à chaque assemblée générale, vous êtes amenés à approuver le montant de la cotisation APF pour l'année à venir. Et comme chaque année, le conseil d'administration propose de reconduire le barème en vigueur. Toutefois, pour cette année, il y a une nouveauté. En effet, dans le cadre d'un partenariat entre l'APF et la Fédération française handisport, nos deux associations proposent de créer le pack adhésion découverte, c'est-à-dire la gratuité de la première année de licence loisirs handisport pour les adhérents de l'APF et la gratuité de la première année d'adhésion APF pour les licenciés de la FFH. L'objectif est de permettre aux adhérents de l'APF de découvrir les activités de la Fédération française handisport et permettre aussi aux adhérents de la FFH de découvrir notre belle association. Merci à vous. Je passe la parole à Grégoire pour le vote. Merci Morgan. Donc sur ces bases, le conseil d'administration vous propose la résolution suivante. L'Assemblée générale de l'APF, en sa séance du 25 juin 2016, décide de la reconduction du barème 2016 pour la cotisation APF 2017. Cotisation de base donc 25 €, cotisation familiale 40 € pour 2 adhérents, 45 pour 3 adhérents, 60 pour 4 adhérents. La première cotisation pour les moins de 25 ans et pour les licenciés de la Fédération française handisport est gratuite. Et vous pourrez retrouver ce barème en page 4 du document numéro 1. Le vote est donc ouvert. Approuvez-vous cette résolution? Le vote est ouvert. Vous commencez à avoir l'habitude du boîtier. On en rediscutera cet après-midi parce que le maniement du boîtier changera un tout petit peu. En tout cas, vous connaissez le maniement pour les votes oui, non ou abstention. Il reste encore quelques boîtiers qui n'ont pas voté. Nous avons encore une petite dizaine. Est-ce que tout le monde a bien pu s'exprimer et voter grâce à son boîtier? Si tel est le cas, le vote est clos. Le vote est clos. Nos décompteurs se sont affaiblis. Et donc, je crois que c'est assez net. Par 93%, le montant de la cotisation est accepté. Nous allons donc en rester là pour ce matin. Il y avait pas mal de choses prévues. On a pris énormément de retard. On a pris près d'1 heure de retard sur le programme. Je vais vous laisser aller déjeuner. On se retrouve ici à 14 h pour essayer de poursuivre cette journée, de faire rentrer un petit peu tout ce qu'on avait prévu dans la journée. Merci beaucoup. N'oubliez pas de redonner vos boîtiers à l'entrée. Il faut aller les recharger. N'oubliez pas de remettre vos... Ah non, on les garde. Changement de consigne. Excusez-moi, on garde les boîtiers. Gardez vos boîtiers avec vous pendant le temps du déjeuner et vous les ramènerez avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. CPJ Auvergne-Rhône-Alpes, le local de l'étape, et Hélène Franck de Bourgogne-Franche-Comté. La parole est à vous. Madame, messieurs, waouh, vous êtes impressionnants. Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin, évidemment, en région. Je suis de Lyon.
je suis le professeur coordinateur de la CNPC et pour présenter nos travaux l'évolution de la Commission nationale, je serai un jour avec la de la région France-Comté-Bourgogne. Le binôme porte-parole de la CNPC va vous exposer nos propositions. Mais avant, je dis au retour que les faits marquants de mandat qui vous permettront de mieux comprendre le poids des évolutions souhaitées. Nous avons œuvré pour que la place des jeunes à l'APF soit reconnue, mais aussi pour qu'à l'extérieur, certaines choses leur soient facilitées. Une dynamique de jeunesse. Quand nous sommes arrivés en 2012, on ne trouvait pas notre place et la jeunesse semblait être une problématique qu'il nous fallait résoudre. Mais seul, on ne pouvait pas y arriver. À chaque fois que nous avons interpellé le CA ou vous, les adhérents de l'association, vous nous avez entendus. La preuve, la réussite de cet événement planétaire qu'ont été les rencontres jeunesse en septembre dernier. Une dynamique intergénérationnelle au service de la jeunesse. Et c'est pas rien. Deuxième fait marquant, favoriser l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap. L'agence de service civique a compris que les jeunes en situation de handicap pouvaient avoir un parcours de vie plus long que les autres et a accepté et a autorisé à faire un service civique jusqu'à 30 ans au lieu de 26 pour les valides. Et ça, ce n'est pas rien non plus. Troisième fait marquant, une nation politique, car dans CNPC, il y a un P. Toujours dans le souci d'installer les jeunes à l'APF, nous avons engagé une réflexion interassociative avec la Croix-Rouge, le Secours populaire et Famille rurale. Nous avons organisé avec ces trois associations qui au final avaient des problématiques identiques aux nôtres, l'incroyable Parlement. Une journée de réflexion, de contribution et des pistes pour réfléchir sur la place des jeunes dans la gouvernance. Et autres, 3 jeunes de moins de 30 ans au CA de l'APF. Et ça, c'est pas rien. Pour continuer ce travail engagé, nous sommes indispensables de revoir quelques modalités qui vont au-delà de notre mission actuelle. Et dans le seul objectif sera d'impulser encore et toujours une dynamique jeunesse intergénérationnelle dans tous les secteurs. Une représentation géographique couvrant les 13 régions, un membre par région. Pouvoir se présenter jusqu'à 30 ans au lieu de 27 et on se cale ainsi sur nos revendications du service civique. On prend en compte la particularité de notre public. Nous avons pris conscience que les jeunes
ont parfois du mal à s'engager sur du long terme, car il y a les études, le premier boulot et la mobilité. Et sur un territoire très vaste aussi, nous proposons que ces mêmes jeunes puissent se présenter en solo ou alors en duo. Mais attention, pas obligé de se présenter à deux. S'ils le font, c'est un poste pour deux, une co-responsabilité, un même programme. Et pour finir, être élu par les membres du CAPFD permettrait de créer des liens encore plus forts. Merci aux administrations pour sa confiance et envers vous, adhérents, pour votre soutien dans cette nouvelle aventure. Les jeunes de l'APF, c'est l'avenir. Oui, mais l'avenir, c'est maintenant. Nous sommes prêts. Si vous voulez être aussi, validez nos propositions en acceptant la motion. Et alors, la proposition, merci beaucoup. Sur proposition des... Oui, vous pouvez les applaudir. Merci pour... sur proposition des membres de la Commission nationale politique de la jeunesse, le conseil d'administration propose l'orientation suivante. Les... Posez votre question. Je vais... je vais finir de vous lire leur résolution. Vous pourrez poser les questions aux jeunes après. Sur proposition des membres de la Commission nationale politique de la jeunesse, le conseil d'administration propose l'orientation suivante. Les adhérents de l'APF réunis en assemblée générale de l'Association des paralysés de France le 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand décident de l'évolution de la Commission nationale politique de la jeunesse auprès du conseil d'administration selon les modalités exposées dans le document Évolution de la CNPJ. À l'avenir, il appartiendra au conseil d'administration, en concertation avec les jeunes concernés, de définir l'évolution de cette commission nationale en fonction des orientations de l'association. Est-ce qu'on prend des questions? Une question. Moi c'est juste une question technique, mais bon, il y aura sûrement d'autres questions. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. À l'avenir, il appartiendra au conseil d'administration, en concertation avec les jeunes, de définir l'évolution de cette commission nationale. Donc, je veux dire, il n'y aura plus que le CA qui décidera, si je le comprends. J'ai un peu de mal là. Si les jeunes pouvaient m'expliquer. Il s'agit simplement à l'organe exécutif, si je puis dire, d'association sous votre contrôle, puisque nous vous présentons aujourd'hui l'évolution telle que les jeunes l'ont dressé le bilan et les orientations. Donc il appartiendra à la nouvelle CNPJ en lien avec le conseil d'administration de proposer les éventuelles modifications que nous voudrions apporter. Bien évidemment, chaque année, il y aura un compte-rendu qui sera fait à l'Assemblée générale. Si c'est ça votre question. Merci. Nous allons procéder au vote. Approuvez-vous l'orientation concernant l'évolution de la CNPJ? Allez-y. Allez-y, je vous vois. Alors bonjour, je suis Brigitte Oudaillé. Je suis élue du conseil APF de Gironde. Je suis élue du CDS, du service d'aide à domicile du Bouscat. Je suis membre du comité de qualité du Bouscat. Je suis maman en situation de handicap de 2 jeunes, une de 22 ans et de 25 ans. Donc je connais bien les problèmes des jeunes qui ne veulent plus suivre leurs parents, qui ne écoutent pas les conseils de leurs parents, si tant est qu'ils en ont à donner. Et il faut laisser la place aux jeunes. Donc je salue fortement l'initiative des jeunes et je voudrais demander aux jeunes s'ils vivent
chez leurs parents, s'ils vivent en établissement ou s'ils vivent à domicile, s'ils ont la liberté du libre choix de se lever à l'heure qu'ils veulent en étant jeunes, et j'insiste, j'ai 2 jeunes à la maison, je sais ce que c'est. Les jeunes, ils veulent se lever quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, ils veulent se coucher, à sortir et tout. Et on ne veut pas se lever à 8 h du matin et on ne veut pas se coucher à 8 h du soir. Alors les jeunes, je leur pose la question, est-ce qu'ils ont le libre choix de leur mode de vie à domicile avec les aides humaines dont ils peuvent bénéficier? Est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je suis en structure, donc oui, on a la possibilité de se lever et de se coucher à l'heure qu'on veut. Oui. La réponse, moi, je retourner chez maman pour des raisons personnelles. Je ne compte pas rester. Moi, je refais ma vie ailleurs. Que j'ai fait ma vie personnelle. Après, j'ai une éducation avec mes parents, c'est pour ça que... Voilà. Merci. Nous allons donc procéder au vote. Le vote est ouvert. Pour voter oui, c'est le bouton 1, comme ce matin. Pour voter non, le bouton 2. Et pour une abstention, le bouton 3. Je vous rappelle que l'abstention et le fait de ne pas voter, c'est considéré comme voter non. Et la même règle s'applique que pour ce matin. Donc il y a 103, 105, 106 boîtiers à voter pour l'instant. Il en reste une petite quinzaine. Vous avez bientôt... Est-ce que tout le monde a bien pu voter? C'est combien? C'est 220, c'est 220. 188, allez, encore un petit effort, on y est presque. Est-ce que tout le monde est revenu de déjeuner déjà? Allez, encore une... oui, il en manque 18, mais peut-être que tout le monde n'est pas revenu cet après-midi. Est-ce que tout le monde a pu voter? Oui. Personne n'a eu de problème de bouton de lumière rouge sur le boîtier. Le vote est donc clos. Et nous allons avoir, d'ici une dizaine de secondes, les résultats. 77% d'approbation pour cette orientation. Je remercie la commission jeunesse et on aurait aimé vous revoir cet après-midi lors du temps jeunesse. Malheureusement, les nombreuses minutes que nous avons perdues ce matin ne nous permettront pas de voir ce que vous avez préparé. Et puis en plus, a priori, vous aviez préparé un truc spécialement pour Prosper. On ne saura jamais. Ouais. Merci en tout cas. Et nous allons enchaîner avec la Commission nationale de la politique de la famille, avec Fiametta Basuyo, que je vois arriver. Alors, je vais m'installer correctement parce que j'ai quand même besoin de l'appui de mon petit texte. Bonjour à tous, adhérents, adhérentes, mesdames, messieurs, les administrateurs, monsieur le président, chers amis. C'est un honneur d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de vous présenter les perspectives d'évolution de la CNPF que nous vous proposons et pour lesquelles nous sollicitons votre adhésion. Notre contribution fait suite aux divers chantiers initiés par une nouvelle étape démocratie ensemble, que tout le monde connaît plus communément sous le nom du NED. Pour bien situer le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il paraît utile de démarrer par un peu d'histoire, savoir d'où on part concernant la prise en compte de la famille au sein de notre association. Donc je démarre par un peu d'histoire. Au commencement, il y avait la commission consultative des parents, CCP, créée en 1969, qui sera présidée par Henri Barthé, père de Jean-Marie, jusqu'en 1981.
Cette commission devient en 1975 la Commission nationale des parents, CNP. En 2004, la CNP devient le groupe national des parents que nous connaissons aujourd'hui, peu avant la création de la Commission nationale politique de la famille, en 2008, qui regroupe ce fameux groupe national parents, le groupe des parents dits, qui s'est mis en place en 2003, mais qui n'était mis en place que de façon informelle, et le groupe des proches, très récemment créé. C'est cette CNPF qu'il s'agit de faire évoluer, et je vais d'abord vous la présenter rapidement, faire un petit bilan, avant de vous soumettre à votre adhésion ces perspectives d'évolution. La CNPF d'aujourd'hui, en tant qu'organe de fonctionnement interne à l'APF, la CNPF et les 3 groupes qui la composent participent à la réflexion et à la définition des orientations politiques de l'association, en faisant des propositions au conseil d'administration. Chaque groupe travaille aussi sur des sujets spécifiques, participe aux réflexions en matière de revendication et produisent des outils à destination de l'ensemble du réseau associatif et de ses structures. Son organisation actuelle est issue du congrès de Toulouse. Elle est composée de 22 membres sur la base d'une élection nationale, 12 élus du groupe national parents, 5 élus du groupe national des parents handis et 5 élus du groupe national des proches de personnes en situation de handicap. Tous les élus de la CNPF, de chacun des 3 groupes, sont membres du CAPFR au titre du 2e collège. Un bilan globalement positif. Les bilans de mandature des 3 groupes sont d'ailleurs consultables au stand famille, un peu plus loin là dans le couloir. Quant à la CNPF, parmi les sujets qu'elle a travaillés, on peut citer les attentes et les besoins d'aide à domicile, les aidants familiaux, la retraite, la place de la famille au sein de l'association, la participation des usagers et de leur famille au sein des établissements et services médico-sociaux, la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille, etc. Je compléterai ce point institutionnel en faisant 3 remarques. Les élus que nous sommes parfaitement conscients des difficultés de la CNPF d'aujourd'hui. D'abord, à créer de vrais relais dans les départements et régions. Ensuite, à asseoir une contribution efficace au niveau national dans le cadre de liens réguliers avec le conseil d'administration. Il lui faut donc accroître sa capacité à être force de proposition pour la prise en compte de la dimension familiale dans les revendications de l'APF. Il nous faut aussi nous calquer sur la nouvelle organisation territoriale. Enfin, la question de la place de la famille au sein du mouvement et des établissements services médico-sociaux implique de se poser la question de l'équité en matière de représentation des 3 groupes, parents d'enfants en situation de handicap, parents dits et proches au sein de la CNPF. Pour tenter de répondre à ces défis, notre commission, qui en est actuellement à son 2e mandat, a élaboré des propositions d'évolution pour contribuer à une meilleure représentation des familles, une plus grande efficacité dans la définition et la mise en œuvre de la politique familiale de l'association et une meilleure prise en compte de la dimension familiale dans toutes les revendications de l'association. Notre ambition est donc une politique familiale visible. Pour illustrer cette ambition, des exemples concrets, et regardons en particulier la loi de 2005, qui porte une vision individuelle des droits et méconnaît la dimension familiale du handicap, et de fait la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille dans leur environnement. D'ailleurs, les textes portant sur les droits fondamentaux affirment sans ambiguïté aucune que les personnes handicapées sont détentrices de droits et que leur famille est partie prenante à la pleine réalisation de ces droits. Des exemples. Lorsqu'on revendique le droit pour une personne de circuler librement et de voyager, il faut aussi considérer le droit pour une personne en situation de handicap de voyager avec ses enfants, ses parents, ses frères, sœurs ou conjoints, c'est-à-dire sans avoir à payer un billet de première classe pour tous, parce que seul le wagon de première classe est accessible. Revendiquer le droit d'avoir un logement accessible, ce n'est pas simplement penser à la cellule de vie, cuisine, salle de bain et une chambre, mais aussi penser que la personne en situation de handicap doit avoir accès à la chambre de ses enfants, ou de ses frères et sœurs, ou de ses parents.